fait pas du vin industriel, voilà. Mais on fait pas du vin nature plus que nature, on fait du vin normal. C'est ça. C'est parce que c'est à la mode le vin nature. Mais on fait du vin, voilà. Après, il y a un tas de techniques, il y a un tas de produits œnologiques ou un tas de techniques industrielles, que ce soit dans la vigne ou dans le vin, qui cherchent à standardiser, à gommer d'éventuels défauts. Nous ici on s'attache à conserver les qualités, les défauts. Les défauts pour l'un sont des qualités pour l'autre, donc c'est comme un grain de beauté, hein. C'est parfois perçu comme un défaut et parfois comme une grande qualité, alors selon les époques et selon les personnes. Donc ici on gomme rien. The official adventures of Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on donne des primes aux gens qui travaillent bien. Mais ça va pas. Enfin, je trouve que c'est pas bien de donner en plus à ceux qui travaillent bien. Travailler bien, c'est normal, à la limite. Faudrait pénaliser les gens qui travaillent pas bien. Il ne devrait pas y avoir de champagne bas de gamme. Tant mieux, s'ils disparaissent. En Champagne, on est une région trop riche. C'est vrai, on est trop privilégié. 1 950 000 euros l'hectare, comment on peut faire du bas de gamme? Quelle est la réflexion économique pour faire un champagne bas de gamme? Pas de gamme, donc pas cher. Pas possible. Moi, je regarde, il y a des Beaujolais qui sont des crus qui sont à 12, 15 euros. Il y a des vins du Languedoc qui sont à 15, 20, 25 euros. Il y a, comment on peut sortir des champagnes à 10 euros, 11 euros? Ouais, mais vous avez des produits de niche, tout ça. Mais la niche, personne, c'est pas nous qui faisons la niche, c'est les autres qui travaillent dans l'irrespect total du terroir, qui sortent du cadre de ce qu'est un vin. Et ils font un produit avec de l'alcool, de l'acide et des bulles. Même celui qui parle pas de terroir en Champagne, sans le savoir, il fait des vins de terroir. Et on s'en rend compte aussi parce que, sans le vouloir, avec le gel l'hiver, il a un sol qui est travaillé même s'il ne le travaille pas. Avec la vinification, la double vinification, il a une minéralisation supérieure à la moyenne parce que la prise de mousse refait une minéralisation supplémentaire. Donc finalement, le champagne est un grand vin de terroir, même quand il n'a pas été fait dans ce sens. Nous ici c'est de la craie. Donc on est dans la craie. La craie c'est la mer il y a 90 millions d'années. Donc on a un sous-sol très champenois, qui est vraiment caractéristique de la Champagne, et qui retranscrit donc des notes un peu iodées, salines. La craie, c'est le strident crissant, le son très aigu qui peuvent vous donner le frisson. Voilà, c'est une fraîcheur, mais qui ne doit pas ne tenir qu'à l'acidité. La craie, c'est également le salé du sodium que la craie a emmagasiné quand l'eau de mer s'est enlevée. C'est l'astringence, c'est le sentiment qu'on n'a plus de salive, qu'on n'a plus de salive dans la bouche. Voilà. Et puis une légèreté. Donc on redonne un sens entre guillemets au vin de Champagne, c'est-à-dire qu'on travaille d'abord le vin. Et ensuite arrive l'effervescence. On ne fait pas du champagne pour les cocktails ou pour les fêtes, on fait du vin et ensuite on le fait mousser. Et si les gens veulent faire la fête avec, tant mieux, mais on sait qu'on va aussi s'adresser à une partie de consommateurs ou de gens qui vont boire ces vins-là pour ce qu'il est réellement et pas pour l'image qu'on peut en avoir. Aujourd'hui on est entouré d'industriels, je ne parle pas que du vin, c'est-à-dire aller vite et produire beaucoup. L'artisanat, le temps, on s'en fiche. Produire beaucoup, on s'en fiche. Par contre, on cherche à faire des choses singulières, uniques, ça ne veut pas dire meilleures. En tout cas, des choses qui ont un peu de caractère. C'est la différence entre un menuisier et Ikea. À partir du moment où tu raisonnes, à partir du moment où tu prends ça comme principe de base,
que la terre est un organisme vivant, que le sol est un organisme vivant. Bah, du coup, tes actes sont complètement différents. En fait, intuitivement, mon père s'était dit, mais si on utilise des produits qui vont détruire l'herbe, qui vont empêcher les graines de germer, comment ça peut ne pas avoir d'impact sur la vie du sol et sur la qualité de l'eau. Et en fait, ils avaient raison. C'était poser les bonnes questions. Déjà, ne pas nuire, c'est-à-dire pouvoir faire son activité sans avoir, sans moi porter atteinte à l'air que les gens respirent autour de moi, à l'eau qu'ils vont boire, à la terre que je vois embellie. On a pris le parti pris de la viticulture méditerranéenne, mais on peut dire aussi la viticulture chrétienne catholique, qui laisse beaucoup de liberté et qui est dans l'aléatoire, en opposition avec une viticulture ou une production qui est plus anglo-saxonne ou chrétienne réformiste, où là on va chercher la régularité, où pour eux la qualité c'est objectif, on peut le décrire, on peut le mesurer, et on peut même décrire le procédé qui permet à tous les coups d'avoir cette même qualité. Les viticulteurs du Sud, eux, ils sont bio naturellement, hein, parce que déjà économiquement, ils essayent de faire le moins de traitement possible. Bon, il y a le climat aussi qui les aide, c'est sûr, mais je veux dire, quand on va dans des vignobles moins riches, eh ben, ils font plus attention à s'y mettre dans leurs vignes. Tandis que nous, en Champagne, ils en ont rien à faire de mettre 1 ou 2 ou 3 traitements en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a la haute couture et il y a pour moi la haute viticulture. Et ben nous, ce qu'on fait, c'est de la haute viticulture. On a 3 personnes pour travailler sur 2,5 hectares, 4, 3,5, enfin bref. Tous les travaux sont faits à la main, soignés, faits comme il faut au bon moment. Ben, c'est exactement la même chose et dans la grande cuisine, c'est exactement pareil. Bien sûr que c'est pénible, bien sûr que c'est compliqué, bien sûr, mais on est dans une appellation où on a quand même de l'argent, on n'est pas pauvre, quoi. On a suffisamment d'argent pour mettre des gens qui font ça ou investir dans du matériel. C'est vrai, ici en Champagne, on a une appellation qui est très forte, donc le mot Champagne, il a aussi une valeur commerciale, donc on peut très bien prendre le temps de faire les choses et on n'a pas du tout de nécessité d'industrialiser les choses. On peut très bien avoir les moyens de faire ça ici. Après, tout le monde ne le fait pas, c'est des choix personnels, mais c'est un choix de vie en fait. Ça n'a rien à voir avec le vin ou la vigne, au départ c'est un choix de vie. Donc, c'est simple. Ça, pour le coup, par rapport à Vincent Laval, on n'est pas toujours d'accord. Il se dit bon, on devrait mettre plus cher parce que pourquoi Krug y arrive et pas nous? Et nous on dit ouais, mais bon, moi je me paye pas une bouteille à 200, je vois pas pourquoi je la mettrais à 200. Même si Krug le fait et on devrait dire on est aussi bon que Krug, on se met à 200, c'est pas faux, il a raison, mais en même temps, on se dit toujours waouh, t'imagines, tu te payes pas ta propre bouteille, c'est quand même grave. J'essaye quand même de tailler un short aux personnes qui viennent ici en tant que collectionneurs. Et ceux qui me racontent, voilà, j'ai 20 caisses de Pétrus, et généralement lorsque je leur demande, mais vous avez bu tous les... Ah non. Je leur dis, mais vous croyez riche, mais vous êtes pauvre. C'est-à-dire, je leur mets un peu la honte en disant, ce qui compte, c'est le vécu. C'est être, c'est pas détenir. Détenir, ça n'aboutit à rien. Le vin, c'est fait pour boire. Hein. Voilà. C'est jovial. Ça peut être très rigolo. On s'amuse avec. On peut mettre un peu de musique. On peut danser. Ça crée pas mal d'euphorie. C'est un peu diabolisé aujourd'hui, le vin. Il ne faut pas trop en parler de tout ça, mais non, moi je trouve que c'est un truc super, ouais. C'est bien l'ivresse aussi. Je suis un viticulteur, j'ai le culte de la vigne, après le culte du vin, mais j'ai le culte de la vigne. Donc, culte, c'est être au service de. Donc, je suis un butler ou alors je suis un cueilleur qui rentre dans la forêt
une fois par an et je viens prélever ce dont j'ai besoin pour ma profession, pour ma vie, pour ma transformation. Si il y a des lapins, des oiseaux, des cerfs, qui dans la forêt viennent prélever leur part, ben, après tout, pourquoi pas. La nature me laisse, allez, par rapport à ce potentiel, me laisse 85%. Est-ce que je dois rentrer en guerre avec tout ce qui compose la société qui est dans la forêt? Est-ce que je dois rentrer en guerre pour récupérer 15%? J'ai la plus belle partie de ce que produit la forêt. Donc pour moi,